quand on parle de Moussa Soumbounou, on parle d'un entrepreneur multicasquette. Dans le Cotonou Boy Show, on va aller plus loin. Aujourd'hui, la musique africaine a marqué profondément la culture et l'expression populaire de la musique française. Au Bénin, c'est l'un des pays qui m'a apporté le plus de paix. On va dire, au grand public, tu as été révélé vraiment avec ta collaboration avec Universal. Il faut construire une industrie africaine, trouver des moyens de monétiser nos musiques. Tu montres par ton parcours que l'Afrique, c'est une terre d'opportunités. Vano, c'est un génie. Vraiment, moi, je le considère comme tel. Vano, c'est Lil Wayne. Quand on regarde aujourd'hui, je pense que les graines que tu as plantées n'ont pas donné les fruits qu'on espérait à l'époque. Les premiers qui doivent pousser l'industrie béninoise, c'est les Béninois. Cotonou Boy Show. Alors, quand on parle de Moussa Soumbounou, on parle d'un entrepreneur multicasquette dans le divertissement, dans la restauration, dans le show business. Mais aujourd'hui, dans le Cotonou Boy Show, on va aller plus loin. On va essayer de décoder quel est l'homme derrière tous ces titres, explorer son parcours, ses défis, ses succès, les leçons qu'il a à partager avec nous. Bonjour Moussa. Bonjour Nasty. Bienvenue sur le Cotonou Boy Show. Merci beaucoup. Je suis vraiment très content de t'avoir parce que tu as un passif assez lourd, solide. Dans tous les sens du terme. Dans tous les... et on va en parler. Je suis sûr que les auditeurs vont beaucoup apprendre de toi, de tes expériences, de ton vécu. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter? Qui est Moussa Soumbounou? Bonjour, merci Nasty pour l'invitation. C'est un peu difficile de parler de moi à la troisième personne, mais je vais essayer. On va dire que Moussa Soumbounou, c'est un gamin de cité qui a des rêves plein la tête et qui essaye de les atteindre jusqu'à aujourd'hui. Et une personne, tu m'as décrit comme ton profil avait l'air très sérieux, entrepreneur. Non, c'est ce qui est. Je croirais presque moi-même. Un rêveur, self-made man. Je travaille, j'apprends tous les jours. J'ai 40 ans. Et je vais avoir 41. Ça commence. Ça commence. Donc, je pense que beaucoup de gens ne le savent pas. On me donne parfois plus jeune que ce que je suis à cause de mes activités, de mon style. Je suis un entrepreneur, j'essaye d'entreprendre. On va dire que quelqu'un qui réalise des projets, je suis un maker. Et je me suis fixé comme objectif de ne pas avoir d'objectif et de pouvoir faire tout ce que je veux. Et quand j'en ai envie, en m'en donnant les moyens. Et vraiment, c'est mon mindset. Je suis un peu de l'école des fous comme Kanye West, Jay-Z, même si en ce moment, ils n'ont pas très bonne presse. Je suis un grand fan de Damon Dash. Qui est le business à faire de Jay-Z, des personnes qui font. Et vraiment, c'est ça, c'est me donner aucune limite. Tant que je peux comprendre, je peux faire. Et c'est ça. Et je ne fais jamais non plus quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est pas mon domaine. Quand tu ne comprends pas, tu laisses. Ouais, non, ça, tout le monde le sait. Dans tous les gens qui m'entourent le savent. Je ne comprends pas, je ne fais pas. Si je comprends le rap, je peux rapper. Je n'ai pas dit que je vais bien rapper. Je peux essayer de rapper. Je vais travailler, je vais peaufiner mes lyriques, travailler mon rythme, mon tempo, et puis un jour, peut-être que je serai un rappeur. Moi, je suis vraiment dans ce mindset. Si je rêve d'être restaurateur, comme je l'ai fait, et que je comprends la restauration, je me donne les moyens, j'apprends, et je deviens restaurateur. Et je pense que c'est ce qui... sans prétention aucune, en tout cas, est mon principal leitmotiv. Je suis croyant, je suis de culture musulmane, je crois en la Genèse, je sais que Dieu nous a fait à partir d'une matière malléable, et j'estime être un objet qui est sculpté par la volonté de Dieu et sa propre volonté. Donc c'est ces volontés-là conjointes qui font que j'ai la prétention de pouvoir dire je fais ce que je veux. Et c'est toujours des gens qui passent pour des fous, des grands irresponsables. J'ai souvent cette image-là de on ne sait pas comment il fait ce mec en même temps pour être un entrepreneur qui réalise quelques projets et en même temps un grand immature moi
j'ai été trop sérieux très jeune pour compenser mon âge et maintenant je vis. Et ma recherche ultime, c'est de pouvoir réaliser mes trucs et trouver la paix. Et ça passe pour moi par le travail. Obligé. Donc voilà, c'est ce que je suis. Après, professionnellement parlant, voilà, je travaille dans les domaines de la musique, je suis producteur, éditeur et manager. J'avais une boîte de tournée en France que j'ai montée il y a très longtemps, où j'organisais des tournées en club et je produisais des concerts pour des artistes. C'est ce qui m'a révélé un peu au grand public. À la base, j'ai une formation d'éducateur spécialisé, rien à voir, et une licence en sociologie. Et voilà, j'ai bossé chez McDo. Je ne vais pas faire l'entrepreneur. Oui, avant, au McDo. Mais j'ai bossé chez McDo. Je travaille en boucherie industrielle. J'ai fait du désamiantage. J'ai travaillé dans des chaînes de production où j'emballais des films à caractère dont je ne tairais pas la fin. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour essayer de m'en sortir. Parce que je voulais à aucun moment être une charge. Pour mes parents, pour mon environnement, pour la société. J'ai jamais touché d'acédique, j'ai jamais touché de chômage. C'est pas dans ma perception de comment je dois me conduire et me comporter et grandir. Donc voilà, après j'ai entrepris dans plein de domaines, principalement dans la musique. J'ai eu l'honneur et le privilège de collaborer avec Universal Music Group après 15 ans de boulot en indé. Et j'ai vu, ça s'est plutôt bien passé, je suis parti. Et après, j'ai continué mon itinéraire. J'étais déjà dans la restauration, on est un peu aussi dans l'immobilier. De toute façon, on va revenir sur tous ces points-là. Mais si on retourne en enfance, quand tu repenses à ton enfance, quelle image te vient en premier? De mon enfance ou de moi aujourd'hui? De mon enfance. Oui, de ton enfance. Bah moi, j'ai eu un peu une double enfance. Je suis né en France et à 3 ans, je suis allé au Bled. Donc, je suis d'origine malienne et je suis resté au Mali jusqu'à presque 7 ans. Donc, si tu me dis enfance, petite enfance, je vois que le Mali. Que le Mali. Même si j'ai des souvenirs très vagues. Et si tu me dis enfance, jeune enfance, adolescence, ma cité, je suis un mec de cité, je pense que tout le monde le sait. Pour moi, c'est une très grande fierté. Contrairement à beaucoup de mecs de cité, j'essaye pas de le dissimuler. C'est une force, une culture métissée. En fait, ça me fait la transition parfaite avec ma question d'après, parce que je me rappelle que l'une des premières fois où on a eu l'occasion de vraiment discuter, tu m'as dit ces deux choses-là. Tu m'as dit, moi, je suis un Malien. Et je suis un mec de cité. Donc, partout où tu me mets, je vais savoir m'adapter et me sortir de n'importe quelle situation. Et quand je réécoute ta description ou ta présentation, ça colle parfaitement avec ta personnalité. Mais cet état d'esprit, il te vient d'où? Est-ce que ça vient de l'éducation du bled? Est-ce que ça vient de l'environnement? Ou c'est un mélange des deux? Est-ce que le bled a eu le temps de m'éduquer? J'étais très jeune. J'ai eu... ce que ça m'a apporté, le bled, c'est que j'ai vécu le Mali d'il y a... J'ai quel âge? J'ai vécu le Mali d'il y a 35 ans. 36 ans. Pas le Mali et l'Afrique d'aujourd'hui. Et j'étais très petit. Et j'étais au village. Donc, la différence entre ma vie au village et ma vie en France, j'ai tout de suite compris, quand j'étais très petit, que j'ai une très grande chance d'être là où je suis. Mais une très grande chance aussi d'avoir été là où j'étais. Et c'est toujours resté. Je me suis toujours dit, moi, je ne suis pas comme eux. Je ne viens pas du même endroit. Je n'ai pas le même background. Je viens d'une famille modeste, d'une famille où, à partir de mes 10 ans, je crois, une famille monoparentale, j'ai été élevé par ma mère, paix à son âme, qui a donné énormément de choses. Moi, ma mère, elle faisait des chambres à Disneyland Paris. Et elle a travaillé, et elle ne savait pas bien lire, même pas lire, on peut dire, mais elle a tenu un pressing. Elle s'est élevée pour nous. Et elle m'a beaucoup donné. Il y en a qui disent que je suis un enfant gâté. Je ne sais pas si on peut être un enfant gâté dans une cité, mais j'ai reçu suffisamment d'amour pour avoir de la confiance en moi et savoir que je suis une personne avec une identité particulière, comme chacun d'entre nous. Donc, je cultive ça. Je suis moi. Et donc, cette résilience,
vient du fait que j'ai grandi dans une cité. Je vais pas faire le mec, ouais, la cité, c'est difficile. La cité, c'est la cité. Quand on grandit dedans, on ne sait pas que c'est difficile. C'est quand on quitte la cité qu'on se rend compte que, quand même, c'était un peu bizarre là où on était, tu vois. Mais en même temps, ça m'a appris plein de choses. Solidarité, le sens de l'engagement, la fidélité à excès. C'est très important pour moi, la fidélité. La compréhension des autres cultures. J'ai des notions d'arabe, des notions de portugais, de culture, de bouffe, de musique. On grandit dans un endroit où en fait on est enrichi de tout ça. Et dans un contexte de la France d'il y a 34 ans aussi, un peu plus, 30 ans, ça fait en tout cas, ça a fait de moi une personne un peu différente. Donc je sais m'adapter parce que j'ai dû m'adapter au village. Pas facile, hein, je vivais sans mes parents, de 3 à 6 ans. C'est là où tu te construis, j'étais avec ma grand-mère. C'est pas facile. Après, tu rentres en France, tu arrives à l'école, je parlais pas un mot de français. Je suis arrivé en France, je parlais que Soninké et Bambara, qui sont les 2 langues principales du Mali. Et j'ai eu une prof extraordinaire qui a changé ma vie. C'est plein d'éléments. Moi, j'avais une prof, il y avait encore des profs à cette époque qui restaient à l'école pour aider le dernier de la classe. Et grâce à cette prof, je suis arrivé dernier de la classe en CP au premier trimestre et j'ai fini dans le top 3 au dernier trimestre. Très fier de ça. Et après, j'ai essayé de garder. J'ai fait plein de conneries au collège, j'étais un cancre. J'ai fait plein de conneries au collège et après, je me suis rendu compte que c'était ma vie que je gâchais. Et j'ai repris ma vie en main au lycée. Et puis après, j'ai continué et j'ai fait tout ce que j'ai pu faire pour m'en sortir. Et tu as eu un long parcours en France, mais à quel moment tu as cette conscience de revenir sur le continent? En fait, il y a des gens qui n'ont jamais quitté le continent. Moi, j'ai jamais eu l'impression... Il y a 2 types de Français originaires d'Afrique. Il y a les Français originaires d'Afrique où il y a une vraie barrière. Souvent, on dit, les mecs de cité, une vraie barrière, c'est-à-dire que c'est vraiment des Français de banlieue. Et ils connaissent pas le bled, ils s'en foutent, ils veulent rien en savoir. Moi, comme je t'ai dit, j'ai la particularité d'avoir déjà vécu là-bas. Et j'ai une famille ma mère qui est très moderne, mais qui lâche pas la tradition. Et du coup, revenir au bled, c'était pas une évidence parce que tout se passait bien en France, mais il y a un moment où en fait je me suis dit j'en ai marre de me justifier. Moi je travaillais beaucoup et du coup j'avais ma petite réussite dans mes activités et j'en avais marre de me justifier d'avoir acheté une maison parce qu'on ne sait pas si tu es un entrepreneur ou un dealer, me justifier d'avoir une voiture parce que ton 4x4 il est beaucoup trop gros et beaucoup trop beau pour que tu puisses avoir acheté légalement, me justifier au bout du 4e contrôle fiscal, t'arrives dans des banques, t'as 30 ans, t'as 28 ans, t'appelles jeune homme alors que t'es un daron, t'as des enfants, c'est la France quoi. Et on sent bien tous ces mots aujourd'hui encore plus, c'est encore plus stigmatisant. Où tu as des gens comme Bardella, des choses très compliquées qui se passent. Et moi, j'ai eu l'occasion d'échanger même de ce sujet avec des officiels. Et en tant que Français aussi, ça me peine. Mais à un moment, j'avais plus d'attache avec... c'est comme si des amis ou ta copine, ta femme, il y a un moment où tu es tellement étranger à ton environnement qu'en fait, tu dis, je suis pas chez moi. Et là, tu te cherches. Et c'était pas une évidence d'aller en Afrique. Je suis allé d'abord dans l'océan Indien. C'est l'Afrique quand même, mais sur des territoires français. Je suis resté à l'île de la Réunion pendant 2 ans, presque. J'allais entre l'île de la Réunion, Maurice, Mayotte. Je suis allé un peu en Afrique de l'Est. Je suis allé un peu en Afrique centrale. Il y a un moment où je me suis dit, bon, j'ai un peu les moyens. C'était la fouine qui m'a fait prendre conscience de ça. Une fois, on était dans un avion, c'était l'un de nos derniers shows à N'Djamena. On est allé à N'Djamena au Tchad. C'était l'un de nos derniers shows. J'étais assis à côté de lui et on voyage. Et il m'a réveillé. Mais vraiment, je te raconte l'anecdote, c'est pas du mytho. Et il pourra témoigner un jour, j'espère, qu'on ramènera dans ton studio. Et il m'a réveillé, il m'a dit, parce que mon entreprise s'appelait Sunshine Events à l'époque. Donc, il m'appelait Moussa Sunshine. Nouvelle pour ceux qui veulent recevoir de l'argent depuis l'Europe, les USA
et le Canada. Avec l'Mfi, il n'y a plus besoin d'attendre des jours. En quelques secondes, tu reçois l'argent directement sur ton compte Mobile Money. C'est instantané, l'argent arrive en un clin d'œil. C'est fiable, c'est fini les galères, les problèmes de connexion, les files d'attente, tout ça et zéro tracas. Tes proches t'envoient l'argent directement sur ton Mobile Money où que tu sois et où qu'il soit. Dis-le à ta famille, dis-le à tes amis pour envoyer de l'argent en Afrique. C'est l'Mfi, la solution qu'il faut utiliser. D'ailleurs, là, j'ai un bon plan pour vous tout de suite là si vous faites vos premières transactions. À partir de 50 € de transaction, si vous êtes en Europe, vous avez un cashback de 15 € et si vous êtes aux États-Unis, vous avez un cashback de 20 $ en utilisant le code promo Cotonou Boy. Hey, hein, elle n'est pas belle la vie, c'est maintenant. Et avec l'Mfi, l'argent arrive plus rapidement et de manière plus sûre chez vous. Il m'est arrivé, mais vraiment, je te raconte l'anecdote, c'est pas du mytho. Hein, et il pourra témoigner un jour, j'espère, qu'on ramènera dans ton studio. Et il m'est arrivé, il m'a dit, ouais, parce que mon entreprise s'appelait Sunshine Events à l'époque. Donc il m'appelait Moussa Sunshine. Il dit, ouais, Sunshine. Je lui dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu me réveilles, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, tu te rends compte? Je me rends compte de quoi? Laisse-moi tranquille, frère. Il me dit, ouais. On est en business class, on va chercher un cachet de 40 000 balles. Tu te rappelles notre première date? Je dis, ouais, je m'en rappelle très bien. Je me suis redressé. Il y avait cette personne qui s'appelle Mohamed Gouressi, qui m'a beaucoup aidé, qui était le manager de la FUN, qui est un Guinéen, qui est une personne exceptionnelle. Et il m'a dit, il est temps qu'on redistribue un peu. On a trop reçu, frère. C'est trop. On a trop reçu, c'est trop. Dieu nous a trop bénis. Il faut que toi... tu fasses des trucs parce que tu as les moyens de le faire. Et j'ai monté un truc qui s'appelle Live on Earth. Du cœur et du live. Et c'était un modèle de concert caritatif où les personnes donnaient du temps de travail et en échange, on offrait des tickets. Donc, tout marchait sur le sponsoring. Et on en a fait quelques-uns. On a été à Madagascar, on a été à plein d'endroits compliqués. Et ça m'a permis de commencer à me dire peut-être que je suis plus chez moi là-bas et peut-être que les gens ils ont plus besoin de moi là-bas qu'en France. Et ici, je suis arrivé ici par le biais de Arnaud, que tu connais, Big Arnaud, qui m'a écrit une box. C'est intéressant à raconter. On faisait la tournée des Match Day. Donc ça faisait déjà longtemps que je faisais de la tournée. C'était presque l'un de mes derniers artistes. Et on avait signé cette tournée en JV avec Arachne chez Sony. Et donc on prépare la tournée et on annonce les dates. Et Arnaud, donc, qui apparemment suivait nos activités, me contacte et m'écrit inbox. Il me dit, nous au Bénin, on a besoin de toi. On veut des artistes comme ça. On veut que tu viennes au Bénin et tout. Et moi, pour moi, j'allais au Mali, quoi. Tu vois. Et on a échangé. Et je lui ai dit, OK, je vais venir, je vais regarder, on va faire un concert. Mais vraiment, je te jure, littéralement. C'est-à-dire qu'à la base, moi, quand je suis venu la première fois au Bénin, c'était avec la FUN. À l'époque, il y avait les grands frères de RDS qui produisaient un festival. Et on était venus. Et ça, les gens ne le savent pas. Ils pensent que je suis arrivé en 2014 ou en 2015. J'étais déjà venu, je crois que c'était en 2010. Mais à l'époque, je m'étais juré que je ne reviendrais jamais au Bénin. Parce que je pense que ça s'était mal passé, ce séjour-là. Ça s'est passé. Ça s'est passé, c'est l'essentiel. Mais on avait vécu des trucs qui étaient difficiles à comprendre pour nous. Déjà, il y avait plein de trucs qu'on a vécu. Quand on a vu, moi, pour la première fois de ma vie, je voyais un stopper de pluie. Ce qu'il fait le frère là-bas, je comprends pas. On m'explique des trucs, je comprends pas. Faut savoir que moi, je suis cartésien, je suis un gamin de cité, j'ai 24 ans. Je comprends pas. Je suis un Français, même si on va pas faire les hypocrites. Même au Mali, il y a des religions endogènes et leur expression. Mais j'ai été... t'as été confronté à plein fouet. Et en plus, c'était brutal. Gens, ils arrêtaient pas de parler de ça. Nous, on était mal à l'aise. Avec la FUN qui était à l'aise. Lui, mais nous, on était en mode limite, on sort pas de nos chambres, tu vois. Et je m'étais dit, le Bénin, c'est trop pour moi. J'ai pas. Et tu vois, Dieu sait faire ses choses. Après, tu oublies, tu grandis. Et puis, il y a un mec dans un pays à l'étranger qui t'écrit, qui te dit j'ai besoin que tu viennes pour m'aider à réaliser mon projet. Et mon projet, c'est que cette industrie soit big au Bénin.
Arnaud a des qualités, des défauts, mais il a cette qualité de quand même, je pense, vouloir faire bouger les choses. La façon dont il les fait, ça reste à juger, mais il a cette qualité-là. Et moi, tu vois, je suis quelqu'un qui crache pas dans la soupe, tu vois. Et si je suis là, je ne veux pas dire c'est grâce à lui, mais si je suis arrivé, c'est grâce à lui. Qui a eu les couilles de me dire, mon ami, il faut que tu viennes. Et on est venu. Je suis venu avec un mec, on a regardé, je lui ai parlé, j'étais dans sa main. Je dormais à Idjedo. Je ne suis même pas allé au Novotel et tout. J'étais à Idjedo, dans un appart. Je veux un mec qui me faisait à manger qui s'appelait Wahab. J'avais l'impression d'être à la maison. Je me suis dit, ils sont bizarres dans ce pays. Moi, j'arrive. Tu vois, quand même, je faisais quand même déjà quelques trucs. C'est-à-dire qu'on ne m'avait jamais accueilli dans un appart, dans un quartier d'une grande ville. Je suis arrivé à Idjedo et j'ai dit, putain, en vrai, c'est cool parce qu'ils montrent leur vraie vie. J'ai rencontré plein de gens, Willy, Joyce, plein de gens, Ashley, qui étaient là et qui travaillaient, qui couraient partout et qui étaient déjà en train de courir. Et lui, je pense qu'il m'avait présenté comme je sais pas qui. Et ils étaient trop... Après, quand on a appris à se connaître, ils se sont détendus. Et je me suis dit, bah, je reviendrai. Après ce concert-là, je lui ai dit, je reviendrai, on fera d'autres trucs. Puis après, je suis revenu jusqu'à ce que je me dise, en fait, finalement, j'ai des gens là-bas, des gens là-bas. Peut-être que cette partie, Bénin, Togo, Burkina, Niger, a plus besoin de... Voilà. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé ici et que j'ai commencé à entreprendre au Bénin. D'abord sur un concert où on n'a pas été du tout accompagné. Après, on a fait un autre événement avec Hiro qui ne s'était pas super bien passé à Dream Beach. C'est là que j'ai rencontré Khalid, qui est aujourd'hui dans le comité aussi d'organisation de Villovea. C'est la première fois que je voyais Khalid et Oussama. Et du coup, on a fait... Et il y a eu des vols, il y a eu... Pas chez Dream Beach, hein, dans mon environnement. Mais dans ton environnement. Non, ça... T'as passé le test. J'ai dit, ah d'accord, en fait, c'est comme ça. J'ai compris. Je savais pas que c'était comme au quartier. Moi, je me suis dit, on arrive dans un endroit où, voilà, et j'ai pris cette leçon et je l'ai plus jamais oubliée. Et je me suis dit, ok. C'est comme cool. Ça. En fait, on n'a pas perdu d'argent, en vrai. Mais il y a des gens qui se sont accaparés mon argent. Et donc, j'ai dit, bah ça, j'ai compris. Il faut maintenant... Et voilà, et heureusement que justement, j'étais déjà en relation avec mon actuelle femme, Maryse, et elle était là. Sinon, je pense que je ne serais pas revenu. J'ai dit, c'est des... C'était ouf. Ils me l'ont fait bien comme il faut, tu vois. Mais voilà, comme Dieu est grand... Et là, ça va faire une dizaine d'années que tu es là. Facile. Ça fait 10 ans. 10 ans. 9 ans, 10 ans. 10 ans. Enfin, 8 ans et quelques à plein temps. 10 ans que j'ai recommencé à venir au Bénin. Mais je suis très content. Je n'ai pas l'intention de partir. Non, là, tu es là. Tu es là. Béninois tu es bien là. Mais c'est ça. Non. Et on est content de t'avoir ici. C'est gentil, merci. On est content de t'avoir. Alors, on va venir sur ton parcours pro. On va dire, au grand public, tu as été révélé vraiment avec ta collaboration avec Universal. Mais avant Afrique, Universal, il y a eu un parcours dont tu nous as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler de ce parcours dans le showbiz qui, on va dire, d'une manière ou d'une autre, t'a préparé et t'a légitimé pour ce que tu feras avec Universal plus tard? C'est toujours la même histoire. Gamin de quartier... C'est quand j'aime pas trop parler de ça parce qu'après les gens souvent ils mettent des commentaires ouais les mythos, toujours les entrepreneurs, ouais c'était dur, tu vois, mais en vrai moi pour le coup ça n'a pas du tout été quelque chose que j'ai vécu comme quelque chose de difficile parce que je partais de rien. Quand j'ai commencé à entreprendre on était avec des potes et ça je vais sortir un dossier. Avant je rappais. Voilà. Bah, en fait, ça m'aurait étonné que tu n'aies jamais rappé. Avant, je rappais. Il y a très longtemps, je rappais, je toastais même. J'étais plus influencé par les cultures caribéennes et le dancehall et tout que par le rap. J'ai rappé un temps, j'avais un groupe et on n'avait pas de sous. Et du coup, on cherchait comment financer notre musique. Comme tout le monde, on a commencé par faire des teas. On en a fait plein. Des trucs avec écrit 7-7 derrière, mot représente, machin, des trucs de l'époque, un peu comme produits de banlieue, des grands refs comme Roscoe, les gens comme ça. Et on a commencé ça, et puis je me disais, ouais, en vrai, on peut faire des petits events et tout. Donc moi, avec un ami qui s'appelait Corliss, j'avais deux groupes, en fait. J'ai un groupe de rap et un duo avec un mec, un caribéen, on faisait du dancehall.
on s'est dit, on va organiser des événements. Parce que de ce côté-là, c'était plus logique. De l'autre côté, c'était un côté plutôt cité, musulman, tout. Donc, c'est pas un truc super logique de se dire, on va faire des soirées. Mais du côté de mes potes de la Caraïbe, c'était évident que pour faire de l'argent, il faut faire des soirées. On a commencé dans un coin éclaté avec une dame qui nous a donné beaucoup de respect, qui s'appelait le Fulangenge, qui était un restaurant dans notre quartier. Et on a fait un événement dans une cave. Et là, j'ai compris qu'on pouvait faire de l'argent. Le premier, pour te dire, on ne faisait même pas payer. C'était 2 € et un paquet de gâteaux ou une bouteille de coca. Tu vois. On était petits. On était à peine majeurs. Et ça a marché, on a fait un peu d'argent. Et après, on a continué 2-3, et après, on est allé à Paris, parce qu'on est fou. On s'est dit, pourquoi pas. Allons à Paris faire une soirée, on va proposer ce truc-là à plus de monde. Et ça a cartonné. Et on ne s'est jamais arrêté, ça a cartonné. On faisait un concept qui s'appelait les Big Après-midi. Ça a cartonné. On faisait des après-midi, c'était comme une boîte, la journée, pour des gens jeunes. Tous ceux qui ne pouvaient pas rentrer en boîte, en fait, les moins de 16 ans, 15 ans, ils venaient chez nous. Et on avait des 3 000 à 4 000 personnes. Waouh. Payaient des 10 €. Il y avait des bouteilles de coca sur les tables. C'était une boîte. Non, je te jure. Avec le recul, tu vois, c'était extraordinaire. Et avec ça, on a rencontré des gens. On a été faire ce concept en Belgique. On a été faire ce concept à Marseille. Ça s'est exporté direct. C'est pour ça que je te dis, on n'a pas vraiment galéré. Je peux pas te dire, non, on a galéré avant, mais dès qu'on a commencé, c'est parti, ça s'est plus jamais arrêté. Et on a commencé à rencontrer des gens. C'était l'époque du coupé décalé. On a fait venir des mecs comme la Jet Set. On a commencé à faire venir des artistes zouk. Et du coup, on a commencé à les faire tourner dans nos soirées. On a rencontré un mec qui s'appelait Jesse Matador, qui était avec une autre prod. Un ami, Brahima Choban, qui a bossé avec moi après Universal. Et Jesse, il était danseur. Et un jour, il s'est retrouvé en studio et il y a un mec qui s'appelle Mounir qui lui a dit « Ouais, vos chansons coupées décalées, là, c'est tout le temps pour les Africains. Viens, on fait un coupé décalé pour... Le Guada. » Et voilà. Et ils ont fait net décalé Guada. Et après, j'ai pris le relais et j'ai rencontré un mec qui s'appelait Alain Frénois et qui m'a dit « Ce que vous faites, c'est extraordinaire. Ça s'appelle la tournée. Vous avez du talent. Si vous voulez, je vous apprends ce métier. » Et c'est ce mec, un Français, Alain Frénois. Je fais comme ça. J'étais un mec de banlieue. Il me dit, viens, je te fais un bureau à Montreuil. On s'associe. Les Mercuriales. Les grandes tours, juste en dessous. Le premier bureau. C'est pas un truc de ouf. Et Alain Frénois qui m'apprend ce métier. Et la rigueur. Parce que nous, on ne faisait pas exprès. Plus en freestyle. On était en roue libre. J'ai n'importe quoi. J'achetais des voitures le matin pour aller en Belgique. Tu vois, c'est n'importe quoi. En fait, on n'était pas préparé à faire de l'argent. Un peu d'argent. C'était pas... Les gens ils vont s'imaginer, putain, le mec fait des millions. Non, je fais pas de millions. Mais on avait un peu d'argent, suffisamment pour vivre et se faire plaisir. Et c'était trop tôt. On était à l'école. Là t'avais quel âge environ 21 ans. 22 ans. Quand ça a commencé, Jesse, 19 ans. On donnait des flyers dans les soirées de nos grands frères. Après, on s'est dit, ils sont bêtes, ils ne savent même pas faire une soirée. Et on a pris leur place, tu vois. Et on a fait des soirées dans une boîte qui s'appelait l'Hacienda à Meaux. Et c'est comme ça que ça a commencé. Big après, Hacienda, soirée, machin. Après, tu deviens un peu connu dans Paname. Les artistes sollicitent parce qu'on arrive à mettre en place de la com. Ils te demandent, est-ce que tu peux nous aider? Tu rencontres un mec qui s'appelle Alain Frénois, il te met un bureau, il t'apprend de la discipline, il t'apprend à faire un contrat. J'ai rencontré une personne aussi clé dans ma vie qui est maître Christine Aubert-Maguero, actuellement, par exemple, avocate d'Idibé. De Nino aussi, et qui est une personne qui est dans le partage, qui m'a appris le droit, et par expérience, à écrire à lire et à comprendre. Parce que je pas la Mais toi, tu étais dans quelle disposition? Parce que tu étais jeune, même si tu n'avais pas des millions, tu avais de l'argent, tu étais successful, ce que tu faisais marchait. Tu n'avais pas la grosse tête et tu avais assez d'humilité pour pouvoir écouter des gens qui te disaient viens, je vais t'apprendre à faire, viens, je vais t'apprendre la discipline, viens, je vais t'apprendre à faire un contrat, tu n'es pas assez outillé. Est-ce que tu étais conscient que tu n'étais pas assez outillé Bien sûr, on ne faisait pas de contrat. Quand le mec il te dit, nous on allait dans des boîtes, on payait en espèces, et on disait top là. Tu vois, et on partait, et on revenait le jour de l'événement. Tu vois, c'était non, mais c'était n'importe quoi.
Et on a appris. Et l'expérience se fait en expérimentant. On a expérimenté. Tout ce qu'on peut expérimenter dans la nuit, on l'a fait. Les portes, la com, l'organisation d'événements dans des boîtes, des zéniths. Tout ce qui était possible et imaginable de faire pour gagner de l'argent, sauf le DJing sur lequel je suis venu beaucoup plus tard finalement. Mais on a tout fait. Tout. Je te jure, nous, on était vraiment les petits... Vous avez touché les bons petits. Tu vois, les bons petits. Voilà, il y avait la Piedra, il y avait plein de trucs à l'époque, des boîtes africaines, il y avait la locomotive, des boîtes latino. Et ils disaient, eux, c'est des bons petits. Et au fur et à mesure de bons petits, on est devenus un peu des bons grands. Tu vois, et voilà, Bus Palladium, le J-Bus, les endroits où on a fait des trucs, on était beaucoup dans la nuit. Mais la nuit nous a apporté, le vieux jeu de mots, la nuit nous a apporté la lumière. On est venu... Pas mal, ça c'est le passé de rappeur. C'est le passé de rappeur qui remonte. Et du coup, de là, on a eu l'opportunité de faire plein de choses. Jesse Matador, il a explosé. Il a signé à Vagram grâce à un mec qui s'appelait Nicolas Malinure, Oyas Prod, qui l'a signé à Vagram. Et ça a pété. Et Jesse, il a eu la gentillesse de parler de moi à Alain. Et Alain m'a appelé, il m'a dit, viens, on monte une boîte ensemble. De toute façon, j'avais rien à perdre. C'est que des paris. Je dis, tourneur, ça a l'air bien ça. Hein. Mais tu fais quoi? Je fais comme toi. Sauf que moi, je gagne beaucoup plus d'argent que toi. Mais si tu veux, je t'apprends. Je t'apprends à monter une économie d'échelle parce que tu es plus représentatif que moi. Et c'est là on a signé Bisson Abisso, Factor X, les DS. Après, c'est un peu passé. J'avais travaillé avec des Béninois. L'un des premiers mecs qui m'a donné un artiste, c'est Kodjo Ogbem et Blaise Ogbem de Nouvelle-Donne. Et à l'époque, c'était les patrons. Ils avaient le full contrôle sur tout le game. La première fois que j'ai appelé Blaise, il m'a dit hey, petit, laisse-moi tranquille. Je te jure, il pourra venir témoigner. Blaise le seul. Big up. Je l'ai fatigué, Blaise. J'ai dit jamais. Je l'ai appelé. Je l'ai tellement saoulé qu'il m'a dit vas-y, tu veux quoi? Et je l'ai vu et depuis, on est toujours potes. Blaise le seul. Tu sais pourquoi on l'appelle Blaise le seul? Parce que quand il y a des problèmes, il part tout seul. C'est pour ça qu'on l'appelle Blaise le seul. Blaise le seul, il est solide. Et donc, Blaise le seul et Kodjo, c'était le grand frère, c'était le PDG. Lui, il ne me calculait pas quand je venais au bureau. C'était Blaise, je voyais leurs gars et on courait. Et eux, ils avaient déjà fait tellement de trucs. C'était révolutionnaire ce qu'ils faisaient. Il faut leur rendre. Et c'était des Béninois. Et tu vois la croisée des chemins. Comment Dieu, il est grand, c'est incroyable. Et ils m'ont dit, OK, vas-y, tu peux proposer notre catalogue. Donc lui, il m'a vu arriver, littéralement. Je suis né, eux, ils étaient déjà grands. Tu vois, littéralement. Mais il a vu qu'on avait des coronesses et on voulait travailler. Donc on a gagné le respect des grands. Comme Christian Balende, qui est le grand frère de Passy. Qui avait donc Bisson Abisso et leur label ISAP Production. Et du coup, Passy aussi, qui m'a fait confiance, et on a fait Bisson Abisso. Fanny G, qui a fait son premier concert en Europe avec nous, en Belgique. Et qui après est venu naturellement avec les gars de MGTX, ils nous ont donné l'accord de distribuer ce catalogue. Et c'était la première fois qu'en fait, il y avait une boîte de tournée pour les Renois. Et pour la musique urbaine. Il n'y avait que des Caucasiens et des Maghrébins qui étaient dans le game en tant que tourneurs, on va dire. Et du coup, c'était la première fois. Donc moi, j'avais tous les Renault du game, tu vois, qui marchaient bien. Les DS, Fanny, machin, truc. Et du coup, on a capitalisé là-dessus. C'est pour ça que ma boîte s'appelait Sunshine. Sunshine Events. Et du coup, on a capitalisé là-dessus. On a signé Jesse Matador. Et après, du coup, ça s'est élargi. La Fouine, on a fait une date. C'est un hasard. Un jour, on a fait une date à La Réunion. Il a tellement kiffé la régie. Il est venu me voir avec Mohamed Gouressi. Ils m'ont dit, à partir de maintenant, c'est toi qui fais toutes nos dates en club et à l'étranger. Du jour au lendemain, comme ça, je suis devenu le tourneur de La Fouine. Ça ne m'a pas fait que des copains, mais j'avais le sens du travail bien fait. Et c'était important pour moi de le recevoir comme l'artiste qu'il était. Et d'être humble face à sa position. Et c'est ce que je fais toujours aujourd'hui. Même dans le cadre d'autres choses, on me voit régulièrement avec des sacs à dos, un talkie-walkie en train de faire monter des mecs sur scène et enlever des bouteilles d'eau. Moi, c'est ce que je kiffe. Le terrain, c'est ce que je kiffe. Et du coup, j'ai fait tout ça. Ça a cartonné.
À un moment, on était la boîte de distribution de spectacles, en tout cas dans le top 3. J'avais une autre entreprise qui s'appelait Culture Collectivité Événements. Il y a des mecs comme Mathieu de Yasprod qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné des artistes plus populaires comme Kinvé. J'ai fait Kinvé, j'ai fait Monsieur Tambola. J'ai fait même le développement avec Samba du mainstream. C'était le mainstream, mon dada. Moi, je disais tout le temps aux gens, moi, je suis l'usine à bananes. Nous, on est dans tout ce qui est... voilà. Et Kinvé, qui est un artiste extraordinaire. Monsieur Tambola, Costoleta, Chiriri, Mouyer Melancia, tout ça, c'était des artistes qui étaient soit en tournée, soit en management chez nous. On faisait des 40 dates mois. C'était n'importe quoi. Et on a capitalisé sur ce savoir. J'en ai profité pour apprendre les métiers de l'édition, pour apprendre le management, un peu de production. C'était très humble. Mais voilà, j'avais eu le privilège de travailler avec le groupe Ange d'Afrique. On a commencé à produire, ça a marché. Et après, on a continué, Colonel Réel, et plein de trucs comme ça. Chris, qui était le producteur de Colonel Réel, qui nous a fait confiance. Et on avait tout le monde, on avait tout le game. Un peu comme, par exemple, Nasprod aujourd'hui, Dadju, Taek, machin, il a tout le monde, tu vois. D'ailleurs, Nas travaillait avec moi à l'époque. Et voilà, quoi. Donc, de là... à un moment, j'ai eu un ras-le-bol de la France contre le fiscal. Ça a coïncidé avec cette période au top et je me suis dit, je vais rentrer, je vais aller en Afrique ou je vais aller ailleurs voir. Et je suis arrivé en entreprise et puis même Universal, c'est un hasard. J'ai que du hasard. J'étais là au Bénin. Au Macumba, tu te rappelles, j'étais associé avec Mario Taillé au Macumba, je faisais mes événementiels, on venait de finir Yellow Summer. Et il y avait Abim Bay, qui était le directeur du live à Universal, qui cherchait quelqu'un qui était en capacité de lui apporter du catalogue en tournée. Et il s'avère que moi, j'étais rentré il y a 1 an, 2 ans, j'étais déjà installé de manière définitive, je venais de faire ma dot, tu vois, du coup, j'étais au Bénin. Lui, il prend un avion, il vient me voir. Il y a un pote qui m'appelle, qui me dit « Ouais, il y a un mec d'Universal, il veut te voir. » Pour moi, à la base, il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez panafricain. Donc, j'ai dit « Les steaks d'Universal, moi, c'est... » Et alors, non, c'est un mec bien. Lui est un mec bien ou le projet est bien? C'était ça le truc. Et Habib, il est venu au Macumba. C'était un dimanche. Il est venu. Il s'est assis, il a commandé un plateau barbecue, il m'a appelé, il m'a dit « C'est moi, Habib. Je suis le DG du live et tout. » Et on m'a dit que c'était toi la seule personne qui pouvait m'aider à monter ce catalogue pour le live et tout. Est-ce que tu veux travailler avec moi et tout? Travailler pour Universal. Je lui ai dit non au début. Je dis « Je veux pas. Ça m'intéresse pas, je suis bien et tout. Je suis sur la fin, je suis fatigué, je veux pas. » On a parlé, il m'a dit « Ouais, viens, on fait un contrat de consulting, tu m'aides. Et après, tu pars. » J'ai dit, OK. Ils m'ont payé grassement. J'ai fait mon boulot. Tout travail mérite salaire, Nasty. J'ai fait mon boulot. J'ai ramené Niska, j'ai ramené Ayana Kamura, j'ai ramené du monde avec l'aide des gens de France. Alexandre Kirchhoff qui m'a beaucoup aidé, des gens qui m'ont vraiment aidé. C'est lui qui m'a aidé, qui m'a présenté Niska. C'est son producteur en label. Et des gens qui ont été très gentils avec moi et avenants. Et on a monté un catalogue et on a commencé à faire un truc qui n'existait pas auparavant. C'était des tournées urbaines et tout en Afrique, mais des vraies grosses tournées comme on faisait avec La Fouine et tout, de Niska, de plein de gens. Et après, voilà, pendant cette mission, on avait un DG qui s'appelait Marc-Antoine Moreau, paix à son âme, qui a attrapé un palu neurofulgurant et qui est décédé. Et, paix à son âme. Paix à son âme. Ça m'a beaucoup mélangé parce que c'était le producteur de Amadou et Mariam. Et c'était une personne qui était très impliquée dans la cause de la lutte pour la musique africaine. Tout le monde pense que c'est moi qui a fait changer le logo de Universal. C'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui a été à UMG et qui a dit « Nous, on veut l'Afrique au centre. » C'est un blanc. Marc-Antoine Moreau produisait aussi Mathieu Chédid. M. Et c'est un grand, l'ancien. Et il avait fait ça. Il a été au State, ouais, nous, on s'en bat les steaks de l'Amérique et tout, machin, il faut mettre l'Afrique au centre. C'est le seul label au monde qui a l'Afrique au centre. Moi, pour moi, c'était un signal fort quand même. Ça voulait dire que, vas-y, le CEO, en vrai, peut-être que le projet vaut la peine d'être défendu, tu vois. Parce que moi, je suis un mec, j'y vais corps et âme. Et donc, Marc-Antoine Moreau, il décède. Et
Et moi, je démissionne. Je dis, je peux pas. Je vais voir Habib. Je dis, je peux pas rester avec l'environnement. Là, il y avait des gens, ça appréciait plus ou moins. On était 6-7. Il y avait Kent, il y avait Jean-Pierre Mendy, Sec, Lunatic Record. Oui. Et donc, il décède et on va pour l'enterrement en France. Et moi, je rentre chez moi. Et un jour, Claire Penel, paix à son âme. Ouais. On commence à vieillir, hein, tu vois, Claire Penel, ça, c'était le plus gros choc d'apprendre le décès de Claire, qui était quelqu'un que j'aimais vraiment beaucoup. Et Claire Penel qui m'appelle un matin. Moussa, faut que tu viennes à Paris. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi, mais c'est... Moi, je t'ai dit, je pars, Claire. Non, n'importe quoi, arrête et tout, machin, viens, s'il te plaît. Je dis, mais moi, je viens à Paris. Comment? Tu es drôle. À l'heure là, tu me vois, je suis coulé. Comment on fait? Il m'envoie un billet d'avion business class. Je dis, c'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Business class. J'arrive à Paname. Claire me dit, ouais, putain, tu vas aller voir Olivier. C'est un truc de dingue. Et tout machin, il veut te proposer la direction du projet. J'ai jamais postulé. Je te jure. Le Saint-Coran, les 5 piliers de l'islam, je n'ai jamais postulé. Je rentre dans le bureau d'Olivier, il me parle. Il me dit, on te connaît. C'est qui t'es, on sait qu'on a bossé avec toi vite fait sur Kinvé, on sait que machin, on sait que tu fais de la tournée. Et on pense que tu es la bonne personne, après avoir observé tout machin, pour diriger ce projet. Je dis, mais j'ai rien demandé. Je dis, vous êtes gentil, mais je rentre au Bénin, moi. Il me dit, ouais, mais si tu le fais pas, qu'est-ce que va devenir ce projet? C'est ta responsabilité d'amener ce projet là où il faut, avec la même clairvoyance que tu as drivé des activités au live. Mais moi, j'avais plein de remords. Je peux pas devenir le patron du mec qui m'a embauché. Je peux pas revenir au bureau, partir comme un DGA et tout le monde te fait la zermie et revenir en CEO. Je me suis dit, forcé, ça va mal se passer. Et puis, ils m'ont proposé ce poste. J'ai dit, j'ai besoin de réfléchir. Je suis rentré. Et c'est ma belle-mère, béninoise, qui m'a persuadé. Me dit, c'est ton métier, c'est un poste à responsabilité. Si c'est toi qui dois aller faire ce truc-là, vas-y. Moi, j'avais des remords. Je disais, ouais, je veux pas de l'argent à Bolloré. Sincèrement, je veux pas de l'argent à Bolloré, tu vois, machin. Parce que je lieu commun, comme tout le monde dit. Et puis après, elle m'a dit, de toute façon, Bolloré, Dangote, c'est le même argent. Ne te prends pas la tête. Va travailler. Mais il faut savoir que je gagnais déjà plus d'argent que le salaire qu'on me proposait en Côte d'Ivoire. Donc j'ai renoncé pour me dire que cette mission est plus grande que moi. Et je dois aller voir. Et en plus, en vrai, pour te dire la vérité, je voulais voir s'ils étaient si chauds que ça, Universal. Tu sais, je me disais, ouais, mais là, c'est Star Wars. T'arrives, il n'y a que des Jedi. Et toi, tu vis sur Terre, t'es pas au courant de ce qui se passe là-bas. Je me suis dit, après 15 ans d'indé, j'avais dit que jamais je travaillerais en majeur, mais je vais y aller, puis c'est un projet africain. Puis on a fait ce qu'on a fait. Voilà. Bah écoute, ça me fait enchaîner sur Universal. En 2018, je pense, c'est ça, que tu rentres à Universal. Et bah, sous ta... C'est président, sous direction, voilà, sous ta direction. Alors, tu fais une OPA sur le game. Une OPA. Tu as Kif No Beat, Arafat, Toufan. Tu as même donné au Bénin une signature avec B-Side. Oui. Frérot. T'as signé tout le monde. C'était quoi ton cahier de charge ou c'était quoi ta vision quand tu rentres à Universal? J'avais pas de cahier de charge. C'était l'une des conditions de mon arrivée. Olivier est un mec suffisamment intelligent pour dire t'as de l'argent, propose, fais ce que tu veux. Parce qu'en fait, en tant que patron de la Côte d'Ivoire et de la francophonie, je reportais à mon N+1 qui était Olivier. Nus, qui est le patron d'Universal Music France, qui l'est encore. Et il a eu l'intelligence avec Patrick Picot, qui était le DAF, et Sébastien Degasquet, de me dire on te fait confiance. C'était la première fois que un blanc qui avait plein d'argent et qui dirigeait plein de trucs me disait je te fais confiance, vas-y. Je dis c'est pas qui il parle vite fait, il sait pas. Tu vois, mais non, mais j'ai pris ça avec beaucoup de responsabilité et je me suis dit il faut développer le game. Et je connaissais les leviers, j'ai fait 4 entretiens.
sais, demande de venir, tu dis oui, et après tu fais des entretiens. J'ai dit, mais c'est le monde à l'envers. J'ai vu le patron de l'Angleterre, l'un des patrons de l'Angleterre. On est resté en France, j'ai fait un entretien téléphonique avec les gens de... Voilà, après le reste c'est un peu confidentiel, mais on a parlé avec plein de gens et pour évaluer, parce qu'ils disaient c'est qui ce mec, tu vois, ils connaissent pas l'Underground, ils savent pas combien de concerts on a produit, qui on a fait, c'est qui ce mec. Et surtout ce qui était important, je me disais, t'as vu, je suis un noir, je suis un bon pont entre la France et l'Afrique, ou entre l'Afrique et la France, parce que moi j'ai toujours mis l'Afrique au milieu. Et mon cahier des charges, c'était juste de faire exister cette entreprise. La première chose que j'ai dit à Olivier, je lui ai dit, moi je ne suis pas un patron d'association. J'ai vu les chiffres des années précédentes et moi je ne suis pas un patron d'association. Je viens ici pour gagner de l'argent. Sinon, même si tu me payes, je ne suis pas bien dans ma tête. J'ai besoin d'avoir une activité qui génère de l'argent. Pour moi, c'est ma récompense. Pas pour faire la mala, mais juste pour dire, j'ai reçu une sanction positive sur le travail que j'ai effectué. Pour moi, la sanction négative, c'est de perdre de l'argent, de ne pas avoir la vision, l'anticipation suffisante pour pouvoir anticiper le déclin de ton activité ou l'augmentation de ton activité et prendre les décisions qu'il faut pour pouvoir l'accompagner. C'est ça, en fait, juste d'entreprendre. C'est juste un entraîneur. Moi, je suis un entraîneur, je ne sais pas jouer au foot. Ça fait longtemps que j'ai joué au foot. Par contre, je sais bien faire jouer les gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est important, d'avoir la vision et la stratégie. Et ma vision et ma stratégie, c'était, il y a une page blanche, tout est disponible, on a des moyens, on crée. On y va. Mais avec le recul, est-ce que tu aurais fait les mêmes choix artistiques et stratégiques? J'aurais fait exactement la même chose, sauf que peut-être, il y a quelques personnes dont je ne me serais pas entouré. Parce que... comment formuler ça? Là, j'ai jamais parlé sur ce sujet-là, mais la négativité, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de foncièrement positif. Tout le temps, quand je parle aux gens, je dis, moi, j'ai un grand ciel bleu. Si tu viens ramener des nuages, t'as vu, me check pas. S'il te plaît, reste loin de moi. On se salue, même, même salut. Tu sais, vu, je suis quelqu'un, quand j'ai confiance, je suis très tactile. Mais quand il y a des gens, tu sais, moi, je suis persuadé qu'on se passe des énergies, on s'inspire les uns les autres. Par exemple, on va faire un grand écart. Lionel, c'est quelqu'un qui a une énergie très positive, qui est inspirante. Et les gens qui sont autour de moi, Oussama ou autres, chacun dans leurs compétences, c'est des gens qui ont des énergies très positives et constructives. Et j'ai besoin de ça. Et des gens, et j'ai besoin de ça parce que moi-même, en fait, je suis gris. C'est pour ça que même mon entreprise s'appelle Redline. Je suis tout le temps entre le bad side et le good side. Et c'est un truc, en fait, où et quand je te dis tout à l'heure que je cherchais la paix, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a le gamin de quartier qui a vécu tout ce qu'il a vécu et il y a l'homme qui est en train de devenir l'homme qu'il est. Et donc, en fait, c'est pas un combat, je ne vais pas dire un combat avec mes démons. Mais j'ai besoin, tu travailles sur toi positivement, que tout soit positif. Parce qu'après, bah, tu as des vieux réflexes qui reviennent. Pas bon. Et moi, je suis, par exemple, au Bénin, c'est l'un des pays qui m'a apporté le plus de paix, contrairement à ce que les gens peuvent croire. Parce que parfois, même quand on te fait la guerre, dans cette guerre, tu trouves de la paix. Parce que toi, tu te bats pas en vrai, c'est les autres qui te combattent. Mais toi, en vrai, tu te bats pas, tu vois. Et donc, voilà. Donc, c'est plus dans ton entourage que tu aurais j'aurais fait modifier des choses. Mais encore, dernièrement, je parlais avec Kent. L'eau coule sous les ponts et les choses évoluent. Mais ce projet était pour moi une véritable bénédiction et une opportunité. Ça m'a permis de me confronter et d'évaluer mon expertise, savoir si j'avais la capacité intellectuelle et le bagage en compétences suffisant pour travailler avec une multinationale et diriger une boîte pour quelqu'un d'autre, finalement, pour un groupe de quelques dizaines de collaborateurs, voire centaines, collaborer, parler anglais. Moi, j'ai un anglais niveau sous-sol. Après, tu allais faire des conférences partout. Et tu vois, je baragouine. Mais les gens, ils sont contents parce qu'il y a l'énergie. Et je pense c'est une affaire d'énergie, en fait. Mais j'aime pas. Les gens me demandent tout le temps pourquoi tu fais pas d'efforts en anglais. J'ai pris des cours et tout. Je parle anglais. Je me débrouille, même si on se moque souvent de moi. Mais j'arrive à avoir une conversation avec un anglophone, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas ma langue d'expression préférée. J'ai toujours préféré le français.
Et ben, les conférences dont tu parles et tout, parce que j'étais persuadé, je suis toujours persuadé, comme dans le cadre de We Love Eya, qu'on est plus fort en créant une chaîne économique francophone, qui est un lien qu'on n'a pas voulu entre les différentes populations africaines, mais qui nous permet de communiquer, de commercer et d'avoir un lien. Donc c'est peut-être, parce que je suis complètement contre le concept de colonisation positive, mais c'est peut-être l'un des seuls aspects, et je pèse mes mots quand je dis positif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça me permet à moi de m'asseoir et de communiquer avec un Béninois, un Congolais. Exactement. Et en fait, je pense qu'il faut, là je fais le grand écart, mais dans Universal, c'était mon combat, faire la part des choses et faire le deuil de certaines... Moi, je suis un panafricaniste très spécial, parce que mon combat, il est aujourd'hui. Je ne suis pas dans le radotage dans le passé. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et il y a des très belles choses, et je suis pour le devoir de mémoire, mais je ne suis pas pour la stigmatisation perpétuelle. Tu vois, on se fouette, on se flagelle, tout ça. Je ne suis pas là-dedans. Donc à Universal, c'est ce que j'ai essayé de faire. Construction positive d'une vision panafricaine du développement de l'industrie du disque. On a signé des artistes, on les a fait tourner. On avait un taux de réussite, contrairement à ce que les gens pensent, bien supérieur à tous les autres labels du monde. Parce qu'il faut savoir que quand un label signe un projet, sur 1000, il y a 1, 2, 3 projets qui font vivre les 1000 autres. Universal France, c'est des milliers de références. Signe des contrats tous les jours. 2, 3, 4, 5. Tout le monde ne perce pas. C'est comme un centre de détection. C'est-à-dire que ce centre de détection prend 100 footballeurs jeunes. Et il y en a des dizaines et des centaines. Et il n'y a qu'un seul Ronaldinho. Ou un seul Messi. Moi, je ne suis pas foot. Un seul Kylian Mbappé. Ils ne sont pas nombreux, finalement, quand tu regardes bien sur les centaines de milliers, voire millions de footballeurs. Donc, c'est un peu la même chose, sauf que nous, on avait un taux de réussite. On a quand même réussi Singila, on a réussi des projets Kif No Beat, on a eu beaucoup de réussite. Arafat, paix à son âme, on était en plein cours de développement quand il nous a soudainement quittés. Ça a été l'un des trucs qui a été aussi quelque chose de très éprouvant pour moi. Si tu remarques, je ne suis pas parti très longtemps après ça. Et qui a été très, très, très éprouvant parce que c'était une personne exceptionnelle. Et on a perdu une personne exceptionnelle. Et Universal, c'était une belle leçon. Je ne vais pas dire une école, parce que je pense que j'ai essayé d'apporter ce que je pouvais apporter. Je pense avoir plus donné qu'ils m'ont donné. Et je l'ai fait avec énormément de sincérité et je ne regrette rien. Et je suis même très content d'être passé par là. Et justement, depuis un moment, de toute façon, je m'applique à faire la paix avec toutes les personnes qui me perçoivent comme leur ennemi. Et j'y travaille fortement et j'ai aucune rancœur. Je suis parti parce que c'était plus le moment. Et quand on commence moi, je ne laisse même pas le temps aux personnes de ne plus me désirer. Dès que je sens qu'il y a une faille de confiance, un truc, parce que c'est comme je t'ai dit, moi j'ai besoin de cette positivité, et qu'il y a une once de négativité, comme un début de soupçon, de remise en question, de la confiance. Tu bouges. C'est compliqué. Alors, il y a un sujet dont j'ai toujours voulu parler avec toi, mais on n'a jamais eu l'occasion. C'est par rapport toujours à Universal. Tu sais, quand vous êtes venu, je pense que Sony est venu pas longtemps après. Sony était là avant. Sony était là avant. Je pense que les majors ont apporté, surtout avec le dynamisme que toi, tu as insufflé sur Universal, ils ont apporté un vent d'espoir. Et je me rappelle, à cette période, tous les games étaient en feu, tous les pays étaient en feu. Le Cameroun était en feu, le Congo était en feu, la Côte d'Ivoire, n'en parlons pas. Il y avait une effervescence partout. Mais quand on regarde aujourd'hui, je pense que les graines que tu as plantées, avec les signatures que tu as faites, n'ont pas donné les fruits qu'on espérait à l'époque. Malheureusement. Oui, parce que je pense que ce qu'on espérait tous dans notre imaginaire, c'est-à-dire nous les amoureux de musique ou qui regardions le game, c'est que tous ces artistes-là pètent au-delà des frontières déjà de chez eux, pètent au-delà des frontières du continent. Mais c'est comme, j'ai comme l'impression qu'il y a eu un échauffement et que ça s'est tassé tout de suite après.
et que même l'effervescence qu'il y avait à cette période, il n'y a plus. Comment est-ce que tu analyses ça? C'est-à-dire, tu veux quelle info? Avant que je parte ou après que je sois parti? Non, bah écoute, ça c'est très important. Parce que si tu veux, comme tu dis, c'est la bonne expression, même pas planter, hein, on sème des graines. Okay. Il y a plusieurs facteurs dans la réussite, la réussite d'un artiste, de sa carrière. Il y a le label, les moyens que le label met, l'espérance, l'investissement qu'il y fait. Il y a également l'artiste. Oui. Sa préparation. Comme je te disais, nous, quand on était petits, on n'était pas prêt à gagner de l'argent. Ouais. Il y a peut-être aussi le game qui n'était pas prêt à conquérir l'Europe. Et surtout, moi, dans ma conception, j'avais pas... Mon objectif absolu, je l'ai toujours dit, n'était pas de conquérir l'Europe, mais bien de construire un game sur le continent. Oui. Parce qu'on ne peut pas rester toujours dans cette position de quémander. Et quémander, surtout dans le domaine culturel, c'est compliqué. Dans des industries qui ont déjà dépassé le mécénat depuis Victor Hugo. Très compliqué. Et ma vision était de dire, construisons une industrie africaine, panafricaine et de collaboration sud-sud. Moi, j'en avais strictement rien à secouer de faire péter un mec en France. Si on avait l'opportunité, il pouvait péter en France comme il pouvait péter au Chili ou péter en Argentine ou aux États-Unis. Chacun s'approprie ce qu'il veut. Mon problème, c'était en dehors de faire péter les gens à l'étranger, il faut construire une industrie africaine. Trouver des moyens de monétiser nos musiques, organiser des circuits de distribution de spectacles, organiser des circuits de distribution de musique, organiser une industrie forte avec des professionnels compétents, etc., etc., etc. On avait commencé des ateliers A&R, on avait fait plein de trucs, je dépensais énormément d'argent qui ne m'appartenait pas, mais que je gérais à planter des graines. Mais c'est exactement ça, parce que les collaborations A&R ramenaient les plus gros producteurs français et européens et même des quinries en Côte d'Ivoire et inviter des artistes de nos catalogues à collaborer avec eux, ça a donné des perles. Et en dehors de ça, on s'attribue le mérite d'avoir collaboré fortement. Par exemple, la deuxième réussite en deuxième partie de carrière de Singila. D'avoir ça, c'est un coup de génie. Voilà, mais on y croyait. Moi, c'est un ami de très longue date. Et je lui dis, là... On est là, parce que là, il est revenu comme jamais. Et c'est une personne qui le mérite. Et en vrai, elle n'est jamais partie. Les gens se sont souvenus. C'est comme pour La Fouine. Tu vois, c'est ça, par exemple, c'est quelqu'un aussi qui est très proche de quelqu'un que j'aime beaucoup. Et les gens se sont juste souvenus. Ça qui est fort, c'est qu'on n'oublie jamais une émotion. Mais nous, on ne crée pas les émotions. Nous, on peut manipuler un peu de marketing. On peut, c'est ce qu'on dit, hein, faire de la communication. Le marketing, c'est la communication au service de l'entrepreneuriat, du commerce. Et du coup, c'est vraiment manipuler. On peut faire ça. On peut mettre beaucoup de publicité, attirer les gens vers X ou Y. Mais on ne peut pas faire des carrières tout seul. Mais selon toi, aujourd'hui, quel est le rôle d'une major en Afrique? Quel rôle doit jouer? Parce que j'ai l'impression que les majors n'ont pas, comme les labels indépendants, la solution. Il y a une solution qu'on cherche tous. Non, la solution existante. La solution existante, je te dis. Mais déjà, les gens n'ont pas envie de se parler. Déjà, ça, c'est un gros problème. C'est pour ça que nous, on organisait les YouMod. Et on invitait les gens autour de panels, autour du live, entre professionnels, de conférences, de trucs pour que les gens se rencontrent. Les gens ne se parlent pas. Et tout est inversé en Afrique. Tout est à l'envers. Tu as des managers, par exemple, qui sont patrons d'artistes. Alors que normalement, le manager, il doit travailler pour l'artiste. Puisque le fonds de commerce, c'est l'artiste, le patron, c'est l'artiste. Le manager est censé être au service du développement de carrière de son artiste. C'est l'artiste qui donne une commission au manager. C'est pas le manager qui donne une commission à l'artiste. Malheureusement, souvent, et dans tous les domaines, c'est comme ça. Tu as des producteurs qui travaillent pour des artistes. Alors que logiquement, l'artiste travaille pour le producteur. Tu as des sociétés de droits d'auteur qui sont inexistantes. Mais tu as des associations de managers. Tu as des... j'envoie de balles à personne. Hein, les gens vont commencer à dire « Ouais, t'envoies des balles, le Zeb. » Non, je ne parle pas de la macabre. Je dis juste que les artistes ne sont pas organisés. Eux-mêmes. Bah, ça, je suis totalement structuré. Ils ne se parlent pas. Les bureaux de droits d'auteur, la SACEM est née de la volonté d'artistes. Ce pas des managers qui ont monté la SACEM. Les bureaux de droits d'auteur, c'est les artistes qui en avaient marre de se faire piétiner leur patente à longueur de journée. Et ils ont monté ce truc-là. C'est né en France et en Angleterre.
quasi simultanément. Et pourquoi on dit, par exemple, je raconte ma vie, mais pour bien faire comprendre pourquoi on dit les royautés. Parce que c'était le privilège que le roi accordait à un artiste de se faire rémunérer pour la duplication de son œuvre. C'est comme ça qu'est né le business de la commercialisation de supports écrits, récités, chantés, photographiés, machin. C'est ça. Et aujourd'hui, on touche des royautés, mais la plupart des gens sur le continent, et en dehors, souvent, ne savent pas pourquoi on dit une royauté et ne comprennent pas le privilège et le mécanisme. Et donc, en fait, finalement, mon but, c'était essayer de dire, construisons ce mécanisme. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque. Un événement comme ULEVA est structurant pour les industries culturelles. Il faut des actions comme celle que Lionel a pris de plugger des événements qui sont structurants, qui génèrent des bénéfices, enfin, en tout cas, qui génèrent de l'engagement, des résultats et du chiffre d'affaires en global. La musique, aujourd'hui, ne contribue quasiment rien au développement des économies africaines, sauf pour quelques pays. Le Nigeria, où la musique est un comment on dit, un vecteur de croissance extraordinaire. L'Afrique du Sud, d'autres pays, même en Afrique de l'Est, Tanzanie, d'autres endroits. Et nous, on est là et on tend la main. Moi, je suis fatigué. Comme je ne sais pas faire ça, je me suis dit, je me mets sur le côté. J'y arrive pas. Donc, en fait, si je dois le dire très simplement, il manque beaucoup de compréhension du métier et de volonté de voir développer notre propre industrie. Je vais me permettre un peu ce grand écart, justement, d'arrêter de penser, je pense, parce que c'est la seule industrie qui réfléchit comme ça. Par exemple, je te donne un exemple, la K-pop. Ils n'ont jamais fait la K-pop pour aller la vendre aux États-Unis. Ils ont fait la K-pop pour la vendre d'abord chez eux. C'est de la Korean pop. Et c'est parce qu'après, c'est chelou aux États-Unis de vendre de la Korean pop parce qu'il y a deux Corées qu'ils ont enlevé le Oriane. Tu vois ce que je veux dire? Pour faire plus américain. Parce que ça aurait fait bizarre de vendre de la Korean pop aux États-Unis et en France. Donc on dit K-pop. Mais les gens, en fait, ne comprennent pas que notre grande force, aujourd'hui, c'est d'avoir et d'être ce que l'on est, des Africains. Et aujourd'hui, toutes les industries du monde qui se développent cherchent à aller vers l'Afrique. Mais on est tellement perdus qu'en fait, nous, on cherche à aller là où eux, ils sont en train de fuir. Je suis désolé, mais tous les mecs, tous les journalistes ont écrit là-dessus. Ça peut être vrai ou pas, mais aujourd'hui, la musique africaine a marqué profondément la culture et l'expression populaire de la musique française. Non, même chez du Vianney, qui est un Suisse, t'entends de l'afro, t'entends des rythmes zouk, rumba, même chez tout le monde, chez Slimane, c'est un maghrébin. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Mais pourquoi nous, alors, on n'arrive pas, celui qui a semé la graine, finalement, l'arbre, il pousse à 3 cm, la graine s'envole et va faire des baobabs dans d'autres pays. Donc moi, j'étais vraiment contre ça. Je disais, moi, je ne suis pas un passeur d'esclaves. Je ne vais pas travailler dans l'unique objectif de faire péter quelqu'un en France. Ben après, je l'ai fait avec Darina. Voilà, j'allais en parler un peu plus tard. Ce qui fait partie de tes exploits avec ton label. Donc, mon label béninois. Ton label béninois, Redline. Une fois que tu as quitté Universal, donc tu t'es reconcentré sur toi-même. Et avec ton label béninois, avec qui tu fais de la distribution, du booking, de la production. Et donc Darina, c'est une de tes plus grandes réalisations avec le label parce que le titre est entré sur Énergie, ce qui est exceptionnel, même pour des artistes français. En fait, je suis parti, j'avais le feu. J'étais parti, mais je peux pas dire que je suis parti parce que je suis fier. Tu comprends? Sinon, j'avais pas envie de partir. Il y avait plein de trucs à faire. Et on allait brasser des milliards et des milliards dans cette entreprise. Il y avait énormément de trucs à faire. Donc, quand je suis parti avec ce feu, je me suis dit, je vais leur montrer à ces plaisantins que c'est pas le label qui fait le producteur. Et le contraire. Et donc, je vais trouver un artiste. C'est vraiment, moi, le truc était très clair dans ma tête. J'en signe 5, j'en fais péter au moins 1. Au moins. Tu vois. Et Darina, je suis tombé dessus par hasard. Je parlais avec, comment il s'appelle, Willy Dex,
qui est un producteur camerounais, chez qui j'avais signé Avero Jess, Mr. Shine et un autre artiste. Et Willy Dex me dit, il y a une petite là. Et le même jour, j'entends parler 3-4 fois de Darina. Il y a Curtis qui vient me voir, qui me dit, j'ai une date, tu connais pas une artiste qui s'appelle Darina Victory. Je dis, elle est où la date? Il me dit, à La Réunion. Je dis, oulala. J'ai pris mon téléphone. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas compris. Il y a quelque chose à La qui Réunion. Se passe, ouais. C'est La Réunion, c'est un vecteur de... Tout ce qui pète à La Réunion pète partout. Ok. Ils sont très ouverts culturellement et ils ont un pouvoir d'achat. Quand tu es numéro 1 sur l'île de La Réunion avec une musique populaire, tu peux considérer que là, c'est juste la compétence des gens qui t'entourent qui va faire que tu vas péter. Moi, ça a toujours été un indicateur de est-ce que ça va marcher. Costuleta a pété dans les Caraïbes et dans l'océan Indien avant de péter en France. Et c'est souvent des Mulher Melancia avec Velocidade Seix, la brésilienne. Elle a pété en Guadeloupe avant de péter en France. Et c'est toujours des indicateurs de gens qui ont une culture métissée et qui voilà. Donc Darina, mon challenge, quand je l'ai appelée, elle était produite, et ça c'est important de le rappeler, par Moustique le charismatique, l'artiste, humoriste qui avait investi beaucoup d'argent et qui avait fait un clip et qui l'avait aidé à écrire un titre et tout. Et Darina, donc je tombe sur une petite fille, elle était jeune, 18 ans, quelque chose comme ça, qui a énormément de talent, un truc spécial dans sa voix et un titre mainstream qui peut pas être plus mainstream que ça. Laisse-moi t'aimer. Je veux dire, je regarde le truc, je dis waouh, ça y est, c'est reparti, rallumer les fours, l'usine à banane. Allons-y. Et là, je me dis bon, vas-y, avec Kossi, quand même, on a réalisé quelques trucs avec Kossi qui étaient extraordinaires. Avero Jess à l'époque était aussi chaud. Et mon challenge à l'époque, c'était attends, je vais leur montrer. Mais après, quand le je vais leur montrer est passé, je me suis dit, frérot, en vrai, tu sais qui t'es, il n'y a pas de stress, il n'y a pas besoin de faire la bagarre avec les gens, ça ne sert à rien. Et cet artiste était tellement pas concerné par tout ce qui se passait que je n'ai pas voulu la mêler à nos combats. Après, malheureusement, comme beaucoup, et comme je le disais, je pense qu'elle n'était pas préparée. Elle ne comprenait pas le fonctionnement de cette industrie. Elle a commencé à être revendicative d'un certain nombre de choses et puis je lui ai rendu son contrat. En paix et en harmonie, elle a continué son chemin. J'ai gardé les titres que j'ai produits, dont je suis propriétaire et la vie continue et tout va bien, quoi. Mais Darina, c'était ça, c'était ce challenge de dire faisons breaker un artiste. Mais il y en a plein qui ont ce potentiel. Par exemple, en ce moment, si on parle de chez nos amis togolais, il y a... comment il s'appelle, Paki Chenzu, qui a la même compétence pour moi que Black Sherif. On peut me dire ce qu'on veut, je m'en fous. À chaque fois que je dis ça, on me dit c'est littéralement la même compétence que Black Sherif. Sauf que il est togolais. Et on a cette particularité dans ces deux territoires, Bénin-Togo, qui sont très similaires sur beaucoup de choses, de réussir, je ne veux pas dire à dénigrer, mais à conserver les artistes dans une mentalité qui n'est pas une mentalité conquérante. Et un artiste qui ne veut pas conquérir, ben, il ne fait pas carrière. Il reste dans le métro. Il doit vouloir conquérir. Niska, il a la dalle. Jungle, il a 16 ans. Qu'est-ce que je te dise? À un moment... Moi, il y a des artistes, parfois, je ne suis pas venu pour faire polémique, hein, mais il y a des artistes, j'ai mal pour eux. Tout le monde me dit, tu soutiens énormément Vano. Bien sûr, il mérite, j'ai mal pour lui. Bah voilà, bah écoute, c'est la question qui est soumise. J'ai pas lu tes questions. Hein. Non, je dis, tu travailles justement beaucoup avec Vano. Et bah, qu'est-ce que tu penses justement de son parcours? Vano, c'est un génie. Vraiment, moi, je le considère comme tel. Vano, c'est Lil Wayne. Vano, c'est un mec qui est en dehors de tous les sentiers et qui rassemble pourtant, qui est l'un des artistes les plus rassembleurs. C'est le seul mec qui peut monter sur scène, et je dis ça avec beaucoup de respect pour tous les gens de l'industrie, dont toi, qui peut monter sur scène, faire 30 minutes d'insultes et tout le monde applaudit. Ministre, tout le monde. Tout le monde est d'accord. Il parle de sexe et il est vrai et il est comme il est. Et ça, c'est que le génie qui peut t'apporter ce truc-là. Populariser tout ce qui fait toi ton quotidien et qui est un peu hardcore. Vano, c'est un vrai mec de la street et il cherche pas à changer.
il s'en fout. Il n'est pas mondain, il fait sa vie. Vano, il va en France, personne ne sait que Vano est en France. Il va là-bas, il revient, il fait des mois, il travaille, il rentre. Il n'est pas là-dedans, il n'est pas dans le star system. Il fait attention à lui. Je l'ai croisé la dernière fois à Sunset, à l'anniversaire de Seyjak. Il a renversé de l'eau sans faire exprès d'en haut. Il est venu, il s'est excusé auprès de 30 personnes. Tu peux que être humble face à des attitudes comme moi. Je l'ai croisé dans un aéroport avec ma femme. Moi-même, je marchais comme ça. Lui, il est venu, il a pris la valise de madame pour la tirer. J'avais honte. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça mérite ce truc-là. Le problème, c'est qu'en fait, et vraiment, je le dis avec beaucoup d'amour et d'humilité à tous mes frères béninois, les premiers qui doivent pousser l'industrie béninoise, c'est les Béninois. Personne ne va le faire à votre place. Et ça, c'est la grande force, par exemple, des mecs de banlieue et en France. Et parce qu'ils arrivent avec un marché. Mais le marché béninois, et la population est peut-être 5 et quelques fois plus petite que la France, mais si on a 1/5 du succès de Niska sur un artiste local, je pense qu'on peut dire qu'on a commencé à développer des choses. Il faut s'asseoir et parler et avoir envie de le faire. Vano, je le perçois comme un génie. Et je ne dis pas ça pour l'encenser. Je dis ça parce que je le pense. Parce qu'il a une juste expression de tous ses sentiments. Et c'est ça qu'on demande à un artiste. C'est-à-dire qu'il chante l'amour, il chante la guerre, il chante la drogue, il chante le sexe. Et il le fait toujours avec une justesse qui fait qu'il rassemble tout le monde autour de ses propos. Tu comprends? C'est ça qui est fort. C'est vraiment c'est ça qu'on cherche contre nous qui sommes... En tout cas, moi qui peux peut-être l'exprimer avec un peu plus de justesse parce que j'ai un peu cette fibre créative, mais nous qui sommes des entrepreneurs dans ces industries, nous, on est des robots. C'est pour ça qu'on est qualifié de requins. On n'a pas de sentiments. On n'est pas là pour traduire nos émotions. On est là pour avoir du résultat. Et le résultat, c'est on développe des gens parfois contre leur gré, contre ce qu'ils pensent, eux, être bien pour leur carrière. Il y a aussi ça qui est un problème en Afrique. Ils n'écoutent pas les conseils des artistes. Tu leur parles, ils savent mieux que toi parce que c'est eux qui sont derrière le micro. Certainement qu'ils savent. Mais alors, tu es en droit de dire, je ne rejoins pas ta vision. Fais ton chemin, bonne chance. Il y a plein de gens qui m'écrivent, aide-moi. Il y a des gens qui sont déter aussi, qui aident. Je vais encore parler de Lionel, mais qui vient de monter un label, qui signe des gens, et on essaye d'être là comme on peut pour faire en sorte que, voilà, mais qu'il y ait une vision, tu vois. Mais moi, je dirais que ce qui manque, par exemple, au développement de l'industrie béninoise, c'est d'abord le fait que les Béninois puissent commencer à apercevoir leurs artistes comme des produits internationaux, qui leur lâchent la grappe et qui leur manifestent leur amour et leur affection. Pas manifester ton amour à quelqu'un que tu n'aimes pas. T'aimes pas l'artiste. Mais souvent, tu vois, ça devient personnel. On parle plus de musique. C'est toujours personnel. Mais c'est fou. C'est toujours personnel. Et enfin, je vais faire un grand écart par rapport à Willovea. Je ne sais pas si tu as vu le buzz qu'il y a eu avec Fanico et tout ça. C'est incroyable. C'est lunaire. Comment tu veux que l'artiste il se sente Et puis lunaire. Les gens, en plus, ils lui reprochent un truc qu'eux-mêmes créent. Voilà, c'est ça. Tu es dans ton propre pays, on t'insulte, et après, on t'insulte de te sentir bien ailleurs. C'est fou, c'est fou. Et le truc, c'est que le public est convaincu parce que même avec mes collaborateurs, quand ça a pété, j'ai eu cette discussion. Je dis, mais vous attendez quoi de lui? Ils disent, non, il est béninois, il doit supporter ce qu'on dit. Regarde, mais ça, c'est quoi ça? Les artistes, c'est pas facile au Bénin. Là, franchement, un grand respect à ceux qui ont le courage d'être dans les métiers de la création, tous les créatifs du pays, que tous les artistes, quelle que soit l'expression, que ce soit les musiciens, là on parle des chanteurs, les leads, imagine les musiciens, tous les créatifs, les gens qui font les décors, même pas personne ne peut faire un décor dans le pays presque. C'est compliqué, mais ça va venir. Non, mais que ce soit les graphistes, les vidéastes, c'est pas facile. C'est parce que malheureusement, il faut que les gens comprennent que pour développer une industrie, il faut sortir de l'économie du mécénat. Il faut arrêter d'accepter des dates gratuites où le ticket est gratuit. Il faut arrêter d'aller, excuse-moi l'expression, se prostituer pour avoir du buzz. Il faut il faut tenir un statut. Et quand tu dis ça aux artistes, ils comprennent mal, ils arrivent en mode bouga, ils sont gonflés. C'est pas ça. Il faut tenir un statut qui est celui de je vis de l'expression de mes sentiments. Et je ne t'accorde pas le privilège de pouvoir juger ma personne. Tu peux juger mon expression, mais pas ma personne. Moi, je suis un humain,
quand je sors d'ici, je suis Fanico, je suis un Béninois qui a des rêves plein la tête, qui travaille, et à la fin de la journée, quand il va en Côte d'Ivoire, il ne représente pas la Côte d'Ivoire, il représente le Bénin. C'est clair. Et à la fin de la journée, en fait, le problème, c'est que les gens, vraiment, ce problème de compréhension, et ça, c'est les artistes, et je profite de ton antenne pour partager ce message à tous les artistes du continent. Arrêtez, s'il vous plaît, par la grâce de Dieu, de tendre la main. Arrêtez d'accepter des shows gratuits, de monter sur des scènes où on ne paye pas pour vous voir. La culture, ce n'est pas gratuit. Si vous demandez à ce que la culture soit gratuite, ne demandez pas de rémunération. Parce que sinon, il y a un truc qui cloche dans la chaîne. Ouais. Tu me comprends, ouais, carrément. Tu fais une émission radio, on espère que l'émission radio soit suivie pour que les gens écoutent la radio, pour que la radio ait du buzz, pour qu'ils vendent de la pub. C'est tout. Et pour qu'ils puissent rémunérer. Mais tu fais une chanson, tu la produis, tu la sors, tu vas sur YouTube, tu as de la popularité, tu montes sur scène, les personnes doivent contribuer à la chaîne de valeur économique de l'industrie que tu défends, culturelle et de la musique en particulier. L'industrie du disque s'est beaucoup reposée à la base sur une économie autour de la tournée, autour de la production de spectacles. Parce que vendre des disques, ce n'est pas facile. Et il y a des solutions à apporter aussi pour monter des outils qui vont permettre de monétiser de la musique. Mais on préfère, plutôt que de se dire il faut qu'on crée un outil pour vendre de la musique chez nous à 11 millions de personnes, on préfère targeter 1 million de personnes sur les 65, je ne sais pas si ma data est encore bonne, en France sur un outil qu'on ne maîtrise pas et dont on aura de toute façon peu de rémunération. Pourquoi ? Tu vois, c'est donc l'amour des personnes, de la population, des fans, des followers, qui doivent donner à l'artiste pour lui donner suffisamment de confiance pour être un produit exportable. Et les peu d'artistes qui ont réussi à s'exporter et qui sont de renommée internationale, je vais dire universelle, comme notre maman à tous, Angélique Kidjo, je ne sais pas si elle apprécierait que je l'appelle maman, mais c'est notre maman à tous, Angélique Kidjo, qui aujourd'hui fait des concerts à l'American Square Garden avec un orchestre, philharmonique. Wesh, c'est une béninoise. Qu'est-ce qu'elle a fait? Écoute. Voilà, à un moment, il y a du talent. Moi, quand j'écoute Zénab, j'ai écouté Zénab sur des prods où l'industrie, et je te jure, hein, Zénab, ma soeur, je te dis ça avec énormément d'amour, l'a contraint à faire de la pop. C'est une dinguerie. Un talent comme Zénab, c'est une dinguerie. Moi, je ne peux pas contribuer à ça. J'ai trop de sincérité. C'est pour ça que Vano, j'arrive à le pousser. Parce qu'il est sincère. Après, il y a aussi des projets, j'estime que c'est un peu une perte de temps. Parce que je me dis, si Vano n'arrive pas, avec tout le soutien, pourquoi je vais me prendre la tête avec tous les autres qui viennent derrière? Mais c'est des mathématiques. C'est du pragmatisme. C'est pour ça que je te dis, nous, on sort de ce versant affectif. On n'exprime pas nos sentiments. Moi, j'analyse des datas. J'analyse des datas, des données seulement. Je prends des décisions à la lumière de données. Après, il y a des données qui sont sensorielles. J'aime bien, j'aime pas. Tu es là aussi pour ça. Mais la plupart des données, elles sont statistiques. Tu arrives, tu signes dans un label, on ne signe pas parce que tu es beau ou parce que... Soit il y a un coup de cœur, et là on fait qui tout double. Mais dans 10 artistes, tu tentes, dans 20 artistes, tu tentes un qui tout double. Le reste, c'est des datas. La data physique est correcte, la data vocale est bien. Oui, bien sûr, il y a une data physique, il y a un capital physique. Je suis désolé, il y a très peu d'artistes qui percent en ayant un physique désavantageux. Ou sinon, il faut faire une musique qui ressemble à ton physique. Mais a priori, si tu fais du R&B et tu veux dire « je t'aime », ou si tu fais il faut avoir le beauty privilège, quoi. Je suis désolé. Non, c'est totalement... Imagine Fally... avec 30 kilos de plus, un gros zen, des boutons. Mais non, ça passe pas. Faut que quand le mec il dit Maë, que les gens ils ont envie d'aller tourner les reins avec lui. Tu vois? D'ailleurs, bizarrement, cet artiste a le privilège de faire tourner les reins des hommes et des femmes. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un truc où tu le vois, tu te dis, lui, c'est mon gars. Tu vois qu'il va, c'est lui l'attaquant. Tu comprends ce que je veux dire? À un moment, c'est vrai, t'es un rappeur, tu dois ressembler à un rappeur.
Ouais. Il y a très peu de mecs, il y a très peu d'Orelsan. Ouais, c'est vrai. Qui est un rappeur qui n'a pas une tête de rappeur. Si toutefois il y avait une tête de rappeur. Ouais, mais il y a des codes, il y a des cases à remplir. Désolé. C'est ça. Gazo, il a la tête de l'emploi. Ouais. Il fait de la drill, il ressemble à ce qu'il chante. Avant, il n'était pas comme ça. Maintenant, il est comme ça et on est tous très contents. Chacola, il ressemble à Chacola. T'imagines Chacola avec une autre tête? Chacola, il peut pas avoir la tête de VG Dream. Ça marche pas. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Clairement. Les gens, ils ressemblent à ce qu'ils font. Il y a tout ça à faire. Il y a énormément de choses à faire. Et en fait, à un moment, je l'ai fait avec beaucoup de sincérité. Et après, je me suis usé. J'ai dit non. Pas l'énergie. Genre, je peux pas. C'est ça, J'aime beaucoup tout ce que j'aime. Et je le fais toujours avec énormément de passion. Mais il y a trop de... Moi, j'ai fait des conférences talk. Tu te rappelles du talk qu'on faisait? J'ai rassemblé les plus grands noms de l'industrie du disque francophone pour expliquer les métiers de la musique aux gens. On m'a taxé de vouloir faire de l'argent. C'était gratuit en ligne sur Facebook. Je m'ennuyais pendant Covid, j'ai dit vas-y, j'ai accumulé un peu d'expérience, je connais du monde, je connais l'ancien manager de Johnny Hallyday, je connais l'un des avocats le plus puissants de France, je connais tel et tout, je vais partager ça avec tous les gens qui ont besoin de comprendre et après le Covid, on aura un peu avancé. Je fais venir des gens pour parler de développement d'image, le boss de la SOCAN, qui est la société de droit d'auteur canadienne, pour parler de droit d'auteur. Et les gens, ils écrivaient en commentaire, ouais, on attend de voir quand est-ce que tu vas faire de l'argent. Genre, mais même des professionnels qui m'ont appelé, arrête, un financement, arrête. Mais non, j'ai envie que les industries évoluent. Bah écoute, c'est l'environnement. C'est l'environnement dans lequel on est, malheureusement. Mais comment on le change? Comment on le change Chacun d'entre nous. On fait ce qu'on a à faire, c'est tout. Mais il faut qu'on le fasse ensemble. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire. En tout cas, entendra qui devra entendre, ça va rentrer dans les oreilles où ça doit rentrer. Mais on va aller sur la dernière partie de l'entretien. On va revenir sur toi pour terminer. Mais est-ce que tu es conscient, Moussa, que tu es un personnage clivant, que quand tu arrives quelque part... Ça dérange. Est-ce que tu te sens incompris parfois? Non. Je cherche pas à me faire comprendre. J'ai pas ce souci, moi. Tu cherches à faire. Je fais ce que j'ai à faire. En fait, je reviens toujours sur ma notion de positivité. J'ai peu d'estime pour les pensées négatives. Mais vraiment très peu d'estime. Sur ce point-là, je suis vraiment très hautain et arrogant. Les pensées négatives, ça ne m'intéresse pas. Les pensées constructives, les critiques positives et constructives. Et voilà. Mais je ne suis pas quelqu'un qui demande beaucoup l'avis des gens. Donc je sais que je suis clivant. Je sais que je fais des trucs que les gens n'aiment pas que je fasse. Ils aimeraient que je porte un costume, que je roule un Prado, que je vous vois mon personnel, mes collaborateurs, que mes collaborateurs me vous voient. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas dans ce format. Ce n'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Et je n'ai pas envie de faire du cinéma. Je l'ai fait beaucoup. Là, j'ai plus envie de le faire depuis un moment. Pour les gens diront c'est la crise de la quarantaine. Alors, je l'ai depuis 30 ans. Mais ouais, je sais que je peux être clivant, mais parce que je suis entier. Et j'ai pas envie de contribuer à l'hypocrisie ambiante de tout ce qui se passe. Et c'est ma liberté. Et j'ai le droit de choisir ça et que ça puisse même, pourquoi pas, peut-être précipiter mon échec. Mais c'est mon choix. Et en fait, comme j'essaye, il y a une autre notion qui est très importante. J'essaye de me souvenir que je suis qu'un humain. Je suis musulman, je suis soumis à mon créateur. Je sais que je vais mourir. Je sais qu'un jour, on va me mettre dans un drap. Et nous, on nous enterre dans des draps. Et on nous met dans un trou. Et la terre va me récupérer. Je vais retourner à mon créateur. Entre les deux, c'est mes choix et mes décisions. Religieusement... businessment parlant, humainement, affectivement, vis-à-vis de mes enfants, c'est mes choix, c'est mes totems, ils m'appartiennent. Et il y a des gens, il ne faut pas croire, il y a des gens qui arrivent à me faire entendre raison. Il y a des gens, quand ils me parlent, je les écoute. Ma femme, des gens de mon entourage, je pense que c'est la personne qui a le plus d'influence sur moi, ma femme. Et parce que je sais que tout ce qu'elle dit n'est que amour. Tu comprends ce que je veux dire? Tout le reste... Je les regarde en chelou. La vérité, je te dis, je les vois et je les regarde en chelou. Et je me dis, lui, il n'est pas clair. Je ne sais pas s'il est clair ou pas. Mais en plus, je l'ai vécu au Bénin. Tu me connais bien. J'ai été le mec un peu plus... Maintenant, je suis concentré sur les objectifs que je me suis fixés, de contribuer de
la façon la plus sincère possible et avec le maximum d'énergie au développement des industries dans lesquelles j'ai décidé de travailler. Ce que les gens en pensent, c'est pas mon problème. Je pense que tu es bien placé vous êtes bien placés, vous tous, dans ton collectif, dans le CCC, pour savoir que même vous êtes clivant. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais à un moment, la réussite est clivante. Oui, c'est ça. Tu peux pas plaire à tout le monde. Les moyens sont clivants. C'est ça. Le privilège d'avoir été d'être artiste, metteur en scène, producteur, animateur de radio, parce qu'on peut faire l'inverse. Un jour, on ferait une émission, on va inverser et on va parler de toi. Tu vois. Mais à un moment, tu vois, c'est clivant. Tout le monde n'aime pas Nasty Nesta. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu fais ce que tu veux faire, ce que tu as envie de faire, bon, ça va déranger forcément. Parce que les gens ne sont pas libres. Et ils n'arrivent pas à acquérir leur liberté. C'est comme si tu es dans un univers où tu es le seul affranchi. Toi, tu fais ce que tu veux, mais pourquoi? Pourquoi lui fait ce qu'il veut? Pourquoi il conduit une voiture à 3 pieds, habillée comme une Kaira, et on le respecte? Comment ça se fait? Mais comment ça se fait? Mais c'est pas normal. Moi, je suis obligé de mettre un costume tous les jours pour aller au bureau. Et on me respecte pas. Mais à la fin de la journée, en fait, j'ai envie de dire que j'ai mis des costumes pour aller au boulot, mais je fixe mes limites de ce que je peux accepter ou je peux pas accepter. Quand j'étais chez Universal, je mettais des costumes, des good luck pour aller au boulot parce que je représente quelqu'un et c'est pas que ma propre décision. Je représente une entité. Je fais attention. Mais moi, j'ai fumé des chichas dans mon bureau. Et en rendez-vous. Mais tu vois, mais parce que c'est moi. Et j'ai pas envie de changer. Et je suis arrivé à un âge où je me dis que maintenant, j'ai 10 fois l'âge de mon fils. Michael, j'ai 10 fois son âge. Lui, il va à l'école. Il va commencer des bagarres que moi, je peux pas mener. Je sais, ça y est, c'est bon. Je suis fatigué. C'est bon. Tu vois, donc, message de paix, d'amour, d'unité, de tout à toutes les personnes. Et vraiment, je te dis, c'est... se mea culpa un peu maintenant. Je pense que je suis de moins en moins peut-être clivant. Mais les gens n'ont pas encore l'information. Mais à l'époque, j'étais un peu... Quand je suis arrivé, oui, j'étais plus dur que ça. Mais peut-être que tu es plus en paix avec toi-même aussi aujourd'hui. Ou que tu t'attardes moins sur certaines choses, tu mets moins d'énergie. Tu sais, il y a 10 ans, j'avais presque pas d'enfant. Ma fille avait 1 an et demi. Elle avait 2 ans quand je suis arrivé ici. Maintenant, elle va au collège. Il faut mettre l'énergie dans les bonnes choses. Il y a 10 ans, j'avais pas peur de quoi qu'il puisse arriver. Aujourd'hui, j'ai peur. J'ai peur. Et c'est un sentiment que j'ai jamais connu auparavant. J'ai peur pour leur avenir, j'ai peur pour moi. J'ai peur tu fais attention à ce que tu fais. Oui, j'ai peur de ce que je pourrais vivre qui pourrait leur être dommageable. Je ne prends plus de décision pour moi. Moi, quand ma fille est née, j'ai pris conscience de ce que voulait dire le mot responsabilité. Pourtant, je dirigeais déjà des entreprises. Je les regardais et j'ai dit, en vrai, si là, je la dépose sur la table et que je pars, elle meurt. Et elle est dépendante de ma volonté. Je lui dois nourriture, éducation, un abri, de l'amour, de tout ça. Et donc, comme je suis plus responsable que de moi-même, je suis obligé de trouver ma paix. Pas faire la guerre toute la vie. Si jamais, toutefois, une fois, j'ai fait la guerre dans ma vie, je me bats, je suis un compétiteur. Moi, je suis un boxeur, je suis un compétiteur. J'aime la compétition, je n'aime pas la concurrence. Je fais des compétitions parce qu'une compétition, 2 personnes se préparent, s'affrontent dans certaines règles avec classe et développent un art et travaillent dans le sens d'améliorer cet art-là. Tu vois ce que je veux dire? Et de là, de cette compétition, naissent des légendes. Mike Tyson, Francis Ngannou, Mohamed Ali. Bon, moi, j'aime la boxe, tu vois? Et donc, voilà. Et ça, c'est de la compétition. La concurrence, c'est un mauvais état d'esprit, c'est un concours. On sait qu'à la fin de la journée, il n'y a qu'une partie de ce concours qui existe. Tout le reste est nul. La compétition, il y a un classement jusqu'au 200e. Et quand tu es le 200e mondial, tu es quand même 200e mondial. Tu vois, et c'est ça, moi, c'est ma mentalité. Donc, voilà, j'ai pas ce truc-là. J'ai pas envie d'être clivant. Et je pense que les gens nous connaissent mal parce que déjà, par exemple, au Bénin, c'est la 2e interview que je donne en 10 ans. Je ne vais jamais sur les émissions télé. Je ne parle pas aux gens. Je ne parle pas aux journalistes. Ils sollicitent, ils demandent. Je ne le fais pas parce que c'est toujours un peu interprété, sorti du contexte. Tu es une personne que j'apprécie, que je respecte. Et donc, je me suis dit, bon, allez,
Tu vois ce qu'on va aller, on va faire l'essai. C'est ça. Donc, voilà, en tout cas, merci. Et c'est pas pour te flatter, c'est vraiment quelque chose que je pense et je pense qu'on pense tous. Dans mon collectif, comme tu disais, tu montres par ton parcours que l'Afrique, c'est une terre d'opportunités. Évidemment. Oui, parce que qui aurait dit de là où tu viens que tu aurais fait toutes ces réalisations-là en venant dans un pays qui de base n'est pas le tien et que tu aurais réalisé. Et aujourd'hui, tu es au Bénin, tu es au Togo, tu es dans la restauration, tu es dans le divertissement, tu es sur le plus gros festival aujourd'hui du continent, en tout cas l'un des plus gros festivals du continent. Et tu réalises, quand tu fais tout ça, quel conseil, et je vais terminer par ça, tu donnerais à un jeune Africain qui a envie d'entreprendre, qui rêve et que ton parcours peut inspirer? Si toutefois j'ai été, comme tu dis, tout ce que tu dis, et merci pour ça, et que je pouvais être une source d'inspiration, je prends 2 secondes pour faire le tour de ma personne et des personnes qui m'entourent et qui réussissent et qui moi aussi m'inspirent. Et je lui dirais, le premier leitmotiv, c'est de croire en tes projets, évidemment, mais de lier l'espérance à la réalisation, de travailler et d'avancer et de créer les opportunités. On est dans une culture francophone qui nous fait croire qu'être opportuniste, c'est un mal. Être opportuniste, c'est pas un mal. Il faut être opportuniste pour réussir. Tout à chacun de nous profite d'opportunités pour réussir. Tu saisis une opportunité d'animer une émission radio. À la base, il y a des gens dans la radio depuis 20 ans qui vont très mal voir ton arrivée. C'est clair. Tu comprends ce que je veux dire. Donc, etc. C'est des opportunités que leurs projets, s'ils y croient, c'est pas tous les projets qui sont bons. Je veux pas passer le message de dire aux gens, t'as un projet, vas-y, mets tout ton argent. Non, c'est sur Instagram, ça. Dans la vraie vie, on se fait accompagner. On prend des conseils. On prend un avocat pour faire les premiers contrats, signer son premier bail. On se fait accompagner par des proches, on prend des engagements. On monte une activité en prenant des conseils avec les gens qui sont autour de nous. Alors, parfois, quand on prend des conseils, il faut aussi s'éloigner un peu de son cercle, parce que le même cercle qui te donne de l'amour inconditionnel n'est pas impartial à ton égard. Ils vont toujours te trouver très beau, très fort, très intelligent. Moi, mon fils, pour lui, je suis un héros. Si je demande à mon fils des conseils pour entreprendre, même si je lui dis, ouais, Michael, on va prendre un hot dog géant et on va faire un manège, papa, tu vois. Donc après, toute proportion gardée, si vous avez la chance d'être entouré de personnes qui vous ont prouvé qu'ils sont de bons conseils, prenez-les. Ne comptez pas sur les gens. Personne ne va vous aider. Personne ne va vous aider dans le sens de personne ne va vous donner de l'argent pour faire un projet. Ou sinon, il y a toujours une contrepartie qui parfois peut être un peu désagréable. Et concentrez-vous, travaillez step by step. Moi, j'ai commencé mon premier événement, je n'avais pas donné cette data. On a mis chacun, c'était 80 €, 50 000, 55 000. Et on était 7. 350 000, ça fait rire. 350 000. Et ces 350 000 francs-là et beaucoup de travail qui ont fait que aujourd'hui, on peut travailler avec X tant de fois multiplier ce montant. Croyez en vous, oui. Soyez raisonnable, travaillez, parce qu'il y a une culture en ce moment de l'obtention de plein de choses sans effort qui, moi, m'étonne un peu. Moi, par exemple, je galère à recruter. Plein de trucs. Tu ne trouves pas un community manager, tu ne trouves pas... Je pense qu'on a les mêmes problématiques. Même des serveurs, et quand tu les vois, ils sont gonflés. Les mecs, ils arrivent. Moi, il y a un mec en entretien qui m'a dit, oui, monsieur, vous en faites pas, je vais vous aider. Je regardais, je dis, c'est très bien. Je suis content, merci beaucoup. Déjà, si toutefois je demandais de l'aide, je suis très content que tu veuilles m'apporter ton aide. Mais mon petit, t'as rien compris à comment ça fonctionne, en fait. C'est-à-dire que t'as les coronesses d'aller voir ton employeur, ton futur employeur, et de lui dire, vous avez tellement besoin de moi que je vais vous faire la charité. C'est-à-dire mon salaire, ce que moi j'enlève dans ce que moi je gagne pour te rémunérer pour les services que tu me rends, et la contrepartie, je l'espère, sera juste. Tu estimes que c'est de l'aide que de l'aumône. La charité, c'est ça. Tu prends ça et c'est le résultat de la charité. On a un vrai problème. Il faut que les gens se mettent au taf. Mais le Bénin n'est pas
le pire des endroits au monde pour entreprendre, loin de là. Franchement, moi, j'ai fait l'expérience dans plein de pays. Aujourd'hui, au Bénin, tu crées une entreprise en 15 minutes en ligne. Tu peux commencer à travailler, mais seulement que à cause de, Oussama dirait, cette culture du vide qui est environnante tout autour de nous, les gens pensent que c'est facile de faire de l'argent et qu'il suffit d'avoir envie, soit de prier très fort, et tu vas te lever le matin, et puis il y aura un sac rempli de dollars au pied de ton lit parce que tu l'as demandé à Dieu. Soit d'avoir le beauty privilège, soit de trouver un travail où il y a un mec qui va te payer 5 millions par mois. Mais c'est vraiment ça. Moi, je vois des centaines de personnes en entretien. Non, elles sont dans le film. C'est difficile. Donc, croyez en vous, soyez raisonnable, trouvez les financements, prenez le temps de construire votre identité, de construire votre expérience. C'est en expérimentant qu'on acquiert de l'expérience. Et puis voilà, quoi. Moi, j'ai un leitmotiv qui est très important et qui me permet d'être un peu libre. J'essaye de faire de l'argent, mais l'argent ne me fait pas. Je pourrais être détaché suffisamment de ce truc-là et avoir la liberté d'entreprendre, de casser, de refaire, de dire « je me suis trompé ». Là, c'est ce qu'on a fait au 3-14. Pardon les gens. C'était bien il y a 4 ans, mais aujourd'hui, je me suis trompé, je recommence. Donc voilà. On va finir sur ces paroles sages et du grand frère Moussa. Le grand frère Moussa a parlé. Donc, merci beaucoup pour ton temps, parce qu'on a beaucoup parlé. Un petit peu, ça fait plaisir. Tu viens pas souvent sur les médias, mais quand tu viens. Tu es là, ça me fait vraiment plaisir. Plaisir partagé. Merci pour ta transparence, merci pour ton partage. Merci et je suis sûr que ça va aider, ça va inspirer beaucoup d'auditeurs et on s'attrape. On s'attrape quand tu veux. Cotonou Boy Show.